Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre magazine Sika Infomag. Le Gabon serait-il à la croisée des chemins d'une crise de maturité démocratique ou serait-il en train d'amorcer une révolution sans précédent? En tout cas, depuis peu, le pays vibre au rythme d'événements à relents attentatoires à la quiétude et à la stabilité sociale qui ne cessent de s'enchaîner. Pêle-mêle, on situera l'affaire Pierre-Péan avec la polémique au sujet de la nationalité du président Ali Bongo. La levée de bouclier de l'opposition, le décès d'André Mbaobam et les mouvements de colère qui en ont découlé avec à la clé l'incendie de l'ambassade du Bénin. Le plus pressant ou la plus récente de la série noire est la découverte d'une cache d'armes. Un arsenal impressionnant composé, entre autres, de roquettes et de lance-roquettes, de 10 pistolets avec 2560 balles, 20 kalachnikovs, 10 obus de mortier, des obus explosifs et des grenades offensives et défensives. Ceci au lendemain d'un communiqué du gouvernement faisant état d'une tentative de déstabilisation du pays. Présentement, le pays est soumis à une opération musclée de sécurisation du territoire national d'un genre jadis connu sous le vocable Opération Nguéné, nom d'un serpent tropical venimeux. Qui en veut à Ali Bongo ou à l'État gabonais? Le pays court-il le risque d'attaque extérieure? Qui peut bien se cacher derrière ces armes de guerre? Ce sont là quelques-unes des questions que nous aurons à aborder au cours de l'émission du jour. Autour du thème, découverte d'une cache d'armes au Gabon, vraiment une menace pour l'État gabonais. Mais avant l'instant débat proprement dit, je vous invite à suivre le flash d'information. En RDC, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende rapporte que des soldats congolais, voyant une position de militaires rwandais à l'intérieur de leur territoire, ont tiré des coups de feu de sommation. Les Rwandais ont répliqué, blessant un soldat avant de repasser de l'autre côté de la frontière. En Guinée, l'appel à manifester de l'opposition pour contester le calendrier électoral a une nouvelle fois été suivi. Les incidents les plus significatifs ont été constatés à l'Abbé, fief de l'opposition, où un militant de 28 ans a perdu la vie au cours d'affrontements entre les forces de l'ordre. Au Kenya, Uhuru Kenyatta, le chef de l'État, a suspendu jeudi le président et la vice-présidente de la commission anticorruption, tous deux visés par une procédure de destitution lancée par l'Assemblée nationale. Ceci intervient au moment où plusieurs autres personnalités sont visées par des enquêtes de l'EACC. Découverte d'une cache d'armes au Gabon, vraiment une menace pour l'État gabonais. C'est le sujet à débattre ce jour pour le compte de ce nouveau numéro de votre magazine Sika Infomag. Et ce sera juste après ce générique. Depuis quelques mois, le peuple gabonais est tenu en haleine par une série d'événements, les uns plus déroutants que les autres. L'annonce ces derniers jours de la découverte d'armes de guerre a tout fait de créer la psychose et est désormais sujet à toutes sortes de supputations. Découverte d'une cache d'armes au Gabon, s'agit-il vraiment là d'une menace pour l'État gabonais? Pour apporter des éléments de réponse à cette grande interrogation, j'ai sur ce plateau avec moi deux invités. D'abord, François Aoudo, analyste politique, consultant médias et communication. François Aoudo, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Merci Joël et bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Ensuite, Toby Pierre Arlonsou, chroniqueur parlementaire, journaliste à la Presse du Jour, un quotidien béninois d'information. Toby Pierre Arlonsou, bonjour et merci d'être là. Le plaisir partagé, Joël. Alors, François Aoudo, je me retourne vers vous. Que veut dire toute cette affaire qui laisse vraiment sans voir plus d'un? Qui veut à l'État gabonais? La piste du banditisme est désormais écartée car les armes découvertes au nord de Libreville sur une île non habitée, dit-on, peuvent équiper toute une session commando. François Aoudo, voyez-vous là, derrière ces armes, un homme, un ennemi? Ces armes-là n'ont pas dû tomber du ciel pour se retrouver là. Donc forcément, pour que ces armes se retrouvent là, il y a eu des hommes pour les entreposer. Est-ce que derrière ces hommes, il y en a d'autres qui auraient pu être les commanditaires ou bien ceux à qui sont destinées ces armes? À l'instant où nous parlons, nous n'avons pas assez d'éléments pour pouvoir parler avec certitude et dire de façon très claire et nette, de façon péremptoire, c'est tel homme qu'il y a derrière. D'autant plus que les enquêtes se poursuivent sur le terrain là-bas et que jusqu'à présent,
nous n'exploitons que nos connaissances sur le pays et ce que nous entendons par les médias internationaux. Donc, est-ce qu'il y a une main derrière? Forcément. Il y a une main derrière, il y a des hommes derrière, mais quelle est leur intention et qui sont-ils? Pour le moment, ce serait très prétentieux de ma part de vouloir dire que je les connais ou bien il s'agit de tel ou tel. Voilà ce que vous avez Pierre Lansou, votre réaction? Joël, il faut constater que tout de suite le gouvernement gabonais a commencé par orienter le débat, parce que le ministre de l'Intérieur a été plus que clair, il écarte la piste du banditisme. Moi, je ne sais pas pourquoi, et sur quel élément. Des armes de guerre, dit-il. Les bandits, il ne voit pas les bandits avec des armes de guerre. Oui, mais pourquoi il n'attend pas la conclusion des enquêtes pour commencer par nous situer? Et donc, on dirait qu'il est en train d'orienter l'enquête, et cela, à mon avis, suscite alors des polémiques. Des polémiques parce que avoir tout ce qui a été dit par le gouvernement gabonais, le porte-parole du gouvernement gabonais, notamment le ministre de l'Intérieur, il pourrait avoir deux pistes plausibles. Et lesquelles? Oui, soit c'est un armada préparé par des pirates, parce que ce n'est pas loin des eaux gabonaises. Et vous savez que depuis que les pirates sont chassés du golfe de Guinée, bon, ils sont en errance, ils se cherchent. Et n'oubliez pas le mouvement des islamistes qui se propagent. La frontière gabonaise n'est pas si perméable. Le port gabonais est suffisamment sécurisé, dit-on. D'accord, d'accord. C'est une piste plausible. Et les éléments que vous apportez me permettent de dire que cette piste a quelques limites. Ceci dit, la deuxième piste que je pourrais avancer, c'est la piste d'une manipulation. Parce que figurez-vous, le Gabon prépare les élections présidentielles de 2016 et déjà le temps monte. Et donc, est-ce que ce n'est pas un ensemble de packages que les stratèges gabonais mettent déroulent pour pouvoir contrer les mouvements de foule? Parce que n'oubliez pas, les mouvements de foule dans une démocratie ont d'influence certaine sur le peuple, sur les électeurs. Parce que la démocratie, c'est d'abord un vent populaire. Donc, pour anticiper, pour empêcher les gens donc, de créer ce mouvement de foule, il faut trouver donc des moyens pour dire que nous sommes en situation d'insécurité et donc on pourrait ne pas autoriser un certain nombre d'actes sur le terrain. La preuve, on a déjà déclenché l'opération Ngene, voilà, pour encercler le pays et notamment les grandes villes de l'opposition, afin de dire que, bon voilà, on ne peut pas tolérer des mouvements de foule. Bon, d'accord. Mais François Audo, toute cette fougue, cette haine de l'opposition a gommé l'actuel président. Est-ce que ce serait à tort de supputer un peu dans ce sens une opposition animée éventuellement par ce dessein, d'en finir avec, faute d'aller par des voies démocratiques? Est-ce que ce n'est pas aussi bien de scruter là-dessus? C'est tout à fait légitime que l'opposition manifeste une volonté de dégommer celui qui est au pouvoir. Ça, c'est une lutte perpétuelle et cela n'est pas incompatible avec la démocratie, pour peu qu'on emprunte les voies démocratiques, les voies prévues par les textes. Donc, il n'y a aucun mal à ce que l'opposition ait affiché son intention d'accéder au pouvoir et d'exercer le pouvoir. Que le pouvoir en place ait pensé que c'est l'opposition qui est derrière cette cache d'armes et qui traduirait une certaine volonté de renverser le pouvoir en place, qu'on ait pensé à cela, cela ne me gêne pas. Mais qu'on commence par l'avancer dès les premiers instants de l'enquête, c'est ça qui est beaucoup plus gênant. Parce que, comme le disait Toby tout à l'heure, à Ronsou, lorsque des questions de ce genre se posent, ça peut servir de prétexte à toutes sortes de restrictions des libertés. Des libertés, surtout quand on voit les types d'armes que vous avez cités. Là, c'est la défense nationale qui est menacée. Il ne s'agit pas d'une affaire de banditisme de rue. Et lorsque la défense nationale, la sécurité du territoire est menacée de cette manière, généralement, c'est du pain béni pour les pouvoirs en place pour restreindre un certain nombre de libertés. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, voyez l'enchaînement de situations depuis un bout de temps.
Et les élections étant proches, parce que 2016, c'est déjà demain, et vous savez que chaque fois que les élections s'annoncent, partout ailleurs dans le monde, et surtout en Afrique, il y a une certaine tension qui apparaît. Et cette tension a commencé au Gabon. D'autant plus qu'au moment où Bongo Père était là, les élections ne se déroulaient pas dans le même contexte. Est-ce qu'il y avait une opposition de poigne qui bouleversait véritablement Bongo Père? Il n'en existait véritablement pas. Sinon que généralement, c'est des gens qui ont fait du chemin avec lui, pour ne pas dire des gens qu'il a fait, qui arrivaient à un certain moment, se détachent et ils ne les voyaient pas véritablement comme une menace solide. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le jeu est relativement ouvert. Et dans l'opposition dont nous parlons, il y a les modérés, il y a les purs et durs, les radicaux, ainsi de suite. Donc, quand on met tout cela dans un panier, cela ne me gêne pas que le pouvoir ait pensé. Il faut que le pouvoir puisse explorer toutes les pistes possibles. Mais c'est très gênant que dès les premiers instants, qu'on puisse dire « Ah, on a trouvé les auteurs, c'est telle personne ». Lorsqu'on le dit, ce n'est plus la peine de continuer à faire quelque enquête que ce soit. Or, aujourd'hui, quand je dis que toutes les pistes sont ouvertes, le Gabon n'est pas dans une région qui est si calme que ça quand vous observez. C'est vrai que c'est un pays qui est tout le temps apparu comme un havre de paix quand vous prenez le Gabon, en Afrique centrale. Mais dans le même temps, n'oublions pas que l'Afrique centrale est un pays qui est miné par un certain nombre de conflits, d'agitations ces dernières années. La RDC n'est pas si loin. On est en Afrique centrale. Ce qui se passe autour du Kenya, qui aussi pendant longtemps est apparu comme un pays de paix, ainsi de suite, ce n'est pas si loin. N'oubliez pas que les armes qui ont été retrouvées, c'est pratiquement vers la frontière du Cameroun. Et vous voyez ce que le Cameroun vit aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on veut exclure toutes ces pistes qui sont liées à la géopolitique pour ne voir que la piste politique interne du pays? C'est ça qui est gênant. Et on risque de fausser l'enquête si on démarre de cette manière-là. Donc pourquoi ne voir que cette piste? D'autres pistes peuvent être explorées. En attendant d'aborder ces pistes, eh bien, nous mettons un thème au premier quart de votre magazine Sika Infomag de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Sika Infomag. Sika Infomag se poursuit, nous entamons à présent le deuxième cas, mais en compagnie de Inès Awansou et son invité. Cette tranche est consacrée à l'actualité économique. Suivez plutôt. Un plaisir de vous retrouver sur le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Coup de colère des paysans camerounais, ils ont occupé hier une plantation de la Société camerounaise des palmeraies pour exiger la rétrocession de leurs terres. Les dépenses publiques en hausse de 25% au Kenya pour l'exercice 2015-2016. Cette hausse servira au financement de projets de développement dans divers secteurs. Enfin, nous irons en Grande-Bretagne à la découverte de la banque alimentaire. Des paysans camerounais ont occupé jeudi une plantation de la Société camerounaise des palmeraies, une plantation dont le groupe français Bolloré est l'un des actionnaires. Pourquoi cette occupation? Élément de réponse avec quelques manifestants. Dénonçons l'accaparement des terres, la rétrocession qui a été acceptée entre l'État du Cameroun et le groupe Sofink en 2005. Et nous décrions aussi la pollution très avancée des eaux usées de l'usine et de la fumée qui salisse nos habits, qui détruit nos cultures. Les villageois ont perdu toutes les terres où peuvent pratiquer l'agriculture familiale. Et l'État qui a cédé la concession à Sokapam reconnaissait qu'il y avait les villageois qui habitaient tout autour de ces plantations, mais le nouveau gestionnaire, à ce jour, est en train de récupérer ces bas-fonds, laissant les villageois sans là où doivent cultiver le manioc pour avoir de quoi se nourrir. Nous sommes tellement attaqués dans nos villages à cause de ces odeurs de la socapal. Nous sommes attaqués par des maladies. Exemple comme la sinusite. Dans tous nos villages, il y a la sinusite partout pour ces mauvaises odeurs. Donc ces blancs sont venus nous tuer, ils ne sont pas venus nous aider. Nous souffrons tellement et ils transportent tous nos biens pour amener chez eux. Les terres, nous n'en avons pas. La Côte d'Ivoire, en partenariat avec la Société islamique pour le développement du secteur privé, émettra au cours des 5 prochaines années un sukuk de 300 milliards de francs CFA. C'est en tout cas l'une des informations que Génial Afouda a abordées dans la compilation de l'actualité économique qu'elle nous présente ici.
300 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera émis par la Côte d'Ivoire en obligations islamiques sur la période 2015-2020. En effet, la Côte d'Ivoire s'est alliée à la Société islamique pour le développement du secteur privé pour l'émission de sukuk. Ce programme, qui sera exécuté en 2 phases égales de 150 milliards de francs CFA chacune, permettra le financement de plusieurs projets de développement. À l'occasion de la présentation de ses résultats annuels, SNMVT Monoprix a insisté sur sa volonté de se concentrer sur un marché tunisien plus concurrentiel. Cette nouvelle stratégie s'explique par le gel de ses plans de développement en Libye, obligeant la société à transférer leur gestion au groupe Usnibey, partenaire local de SNMVT Monoprix. Précisons que Monoprix a déjà dû fermer momentanément un de ses supermarchés en Libye en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Le gouvernement kenyan opte pour l'augmentation des dépenses publiques de 25% durant l'exercice fiscal 2015-2016. Ainsi, les dépenses publiques devraient atteindre 23,16 milliards de dollars au cours du prochain exercice fiscal qui débute en juillet. Les fonds supplémentaires devraient notamment être investis dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des télécommunications et de la sécurité. Les fonds levés par les professionnels du private equity pour investir en Afrique du Nord sont tombés à 83 millions de dollars en 2014. Mais les investissements ne faiblissent pas. C'est ce que révèle une étude de l'Association professionnelle du capital investissement dans les pays émergents. Étude qui affirme que les levées de fonds pour l'Afrique du Nord n'ont fait que décliner depuis le début du printemps arabe. Direction maintenant la Grande-Bretagne à la découverte d'une banque pas comme les autres. Il s'agit de la banque alimentaire qui connaît un grand essor dans ce pays. Un paysage typiquement anglais. Les à la pointe sud-ouest de l'Angleterre, célèbres pour des plages parfois ensoleillées et des maisons de vacances hors de prix. Mais à quelques kilomètres dans les terres, la réalité est tout autre. C'est une des régions les plus pauvres du Royaume-Uni. Steve a emménagé ici pour fonder une famille, mais 9 ans plus tard, il n'a pas trouvé de travail et élève son enfant seul avec de maigres allocations. Depuis que les conservateurs, enfin le gouvernement de coalition est au pouvoir, les choses ont empiré. Je ne dis pas que le gouvernement précédent était parfait, mais dès que David Cameron est arrivé au pouvoir, tout a commencé à se dégrader. L'allocation chômage de Steve a été suspendue pendant 5 semaines quand son conseiller Pôle emploi a refusé de changer la date de son rendez-vous. C'est là que Steve a dû se tourner vers une des nombreuses banques alimentaires du pays, toutes financées sur des fonds privés. Aujourd'hui, il est lui-même bénévole et a découvert que, comme lui, des milliers de personnes avaient vu leurs allocations coupées du jour au lendemain. On ne peut pas survivre comme ça. Il faut payer le loyer, le gaz, l'électricité et le chauffage central. On n'a pas d'autre choix que de venir ici et de demander de l'aide. Quand cette association a été mise en place en 2009, en pleine crise financière, elle fournissait 140 repas par mois. Aujourd'hui, elle en sert 10 000. Les Cornouailles sont loin d'être un cas isolé. Selon la Fédération des banques alimentaires britanniques, le nombre de personnes dépendant de l'aide alimentaire a augmenté de plus de 200% en 2 ans seulement. Quand nous avons commencé, nous étions là pour donner un coup de pouce en cas de pépin. Si leur voiture était en réparation ou qu'il y avait une grosse facture à payer par exemple, on pouvait aider les gens dans ces moments difficiles. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. C'est presque devenu un mode de vie. Les mines des Cornouailles ont fermé à la fin des années 80. Depuis, la plupart des emplois qui restent sont saisonniers ou en dessous du salaire minimum. Ici, le salaire moyen est 5 fois plus bas qu'à Londres. Il y a quelques années, il y a eu une crise financière et je comprends très bien qu'il faille régler ce problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont le sentiment qu'aucun parti politique ne propose quoi que ce soit pour régler le problème de l'inégalité. Et il me semble qu'il suffit de regarder les chiffres pour voir qu'il a empiré au cours des dernières années. Le 7 mai, les Britanniques voteront pour élire leur prochain Premier ministre. Les travaillistes promettent de réduire les inégalités, les conservateurs tentent de surfer sur leurs bons résultats économiques. Mais ici, l'avenir reste sombre pour beaucoup.
Voilà qui nous permet d'aborder la deuxième partie de ce journal de l'économie. Nous allons donc recevoir, juste après une petite transition, notre invité du jour. Notre invité du jour qu'on ne présente plus sur ce plateau, Casimir Pédio, bonjour. Bonjour. Journaliste au quotidien L'Économiste, paraissant à Cotonou au Bénin, et qui nous apprend aujourd'hui que Africa Rice quitte le Bénin pour la Côte d'Ivoire. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors pourquoi ce retour à Abidjan? Il faut dire que c'est tout simple. La Côte d'Ivoire a retrouvé ses esprits d'avant 1994, parce qu'il faut dire que c'est en 1994 que Africa Rice, sous le vocable d'Adrao, a foulé le sol béninois, je dirais, en tant qu'exilé politique, parce que la crise politique avait déclenché là-bas, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc, le conseil d'administration a décidé de déloger l'institution et l'a installée ici au Bénin, notamment dans la zone d'Ita, l'Institut international sous-régional qui est à Bomé-Calavi, à environ 9 km de Cotonou. Donc voilà, depuis ils étaient installés là, ils ont mené leurs activités, et puisque la paix est revenue en Côte d'Ivoire, ils ont décidé de repartir simplement à leur siège originel. Donc voilà les raisons politiques qui fondent le retour de Africa Rice à leur siège originel. Et quelles sont les nouvelles conditions offertes par la Côte d'Ivoire à Africa Rice? Il faut dire qu'en dehors de cette raison politique-là, la Côte d'Ivoire a séduit Africa Rice. Parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que le nouveau président est venu, il a essayé de colmater les brèches et a même fait peser de tout son poids pour que beaucoup d'institutions qui étaient parties à cause de cette crise-là reviennent. Il y a par exemple le grand retour de la BAD qu'on a noté avec la médiatisation qu'il faut. Aujourd'hui, c'est le retour de Africa Rice et c'est tant mieux pour ce pays-là parce que aujourd'hui, selon le conseil d'administration, la Côte d'Ivoire vient de leur donner beaucoup plus de moyens, à savoir aujourd'hui, Africa Rice dispose de 700 hectares pour continuer sa recherche en termes de production, en termes de développement du riz Made in Africa qu'ils ont commencé, il faut le dire, depuis 1971 que l'Institut existe sous l'appellation d'Adrao. Donc voilà, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire vient de leur donner plus d'opportunités. Et en termes de ressources financières, la Côte d'Ivoire a dédoubler la cagnotte financière et leur a aussi donné des conditions, des meilleures conditions aujourd'hui pour pouvoir exercer. On cite par exemple un siège moderne qui répond aux normes internationales et il y a aussi la question de la sécurité aujourd'hui que l'État, le gouvernement ivoirien a bien voulu mettre à la disposition du personnel et de la famille du personnel pour pouvoir permettre ce grand retour-là. Donc forcément, quand vous avez des conditions comme ça, il n'y a pas de raison pour que vous restiez encore en exil aussi longtemps que possible. Donc, Africa Rice a décidé en septembre quitter Tio Revoir au Cotonois, au Béninois. Septembre 2015? Oui, septembre 2015. Parce que selon leur test, c'est à cette date-là qu'ils vont tenir leurs assemblées statutaires. Et donc, ils souhaitent bien tenir cette assemblée-là en Côte d'Ivoire. Est-ce que le Bénin ne sera pas perdant dans cette histoire? Forcément, vous savez, lorsque vous perdez comme ça, un ami, sous prétexte que c'est la guerre, qui vous rend visite et qui s'en va comme ça, forcément, il y a des séquelles que cela vous laisse. Et aujourd'hui, le Bénin va perdre beaucoup parce que quand ils étaient là, il y a quand même une main-d'œuvre locale qui a été sollicitée pour permettre quand même une certaine coordination des actions. Aujourd'hui, ils vont partir, ils vont laisser cette main-d'œuvre-là. Et mieux, c'est quand même... Il y a moyen que cette main-d'œuvre aussi soit transférée à Abidjan? Non, ce n'était pas prévu. C'était pas prévu, donc ils vont laisser la main d'œuvre. Et au-delà de ça, c'est quand même 11 ans d'expérience, parce que je l'ai dit, c'est depuis 1994 qu'ils sont au Bénin. Donc ça fait 11 ans environ d'expérience au Bénin. Et aujourd'hui, comme ça, ils sont en train de partir. Est-ce que l'expérience laissée là aujourd'hui, les Béninois pourront capitaliser cela et mettre ça à la disposition du développement du riz local au Bénin? C'est là la grande question qui se pose à nous. Est-ce que le personnel que Africa Rice a formé et est en train de laisser, l'État pourra regrouper, pourra
récupérer cette expérience-là et mettre ça au service de sa production. C'est là la grande question, parce que, qu'on le veuille ou non, le conseil d'administration a été clair là-dessus. Le siège originel de Africa Rice, c'est Abidjan. Donc, on ne peut pas leur arracher ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le Bénin... Les autorités béninoises savaient de toute façon qu'à un moment donné, Africa Rice va retourner en Côte d'Ivoire. Rien n'est fait, si on ose le dire ainsi, rien n'est fait pour capitaliser cette expérience. Les jeunes étudiants qui ont été formés par la présence de cet institut-là, ces jeunes étudiants aujourd'hui, est-ce qu'à la fin de ce système-là pourront toujours être productifs pour le Bénin? C'est là la grande question. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministère, parce que nous avons plusieurs structures, même si le Bénin fait partie intégrante de cet institut-là, il faut quand même que le Bénin puisse capitaliser ces 10 ans que la Côte d'Ivoire a bien voulu nous offrir par sa crise. Il va falloir que nous puissions capitaliser cela et mettre ça à la disposition de notre production locale. Et j'espère, Kazmi Kpédian, que votre appel a été entendu et que ça sera fait comme vous le préconisez. En tout cas, merci de nous avoir apporté votre contribution dans ce journal de l'économie qui se referme ici, chers amis téléspectateurs. Nous donnons rendez-vous à Kazmi Kpédian lundi prochain pour un autre thème à développer. Rendez-vous également à vous lundi avec le même plaisir. Au revoir. Sika Info Mag se poursuit à présent la troisième partie de votre magazine. Notre débat du jour porte principalement sur la découverte d'armes de guerre au Gabon. Cette découverte et son corollaire, suspicion, psychose. Qui en veut à l'État gabonais et quelle lecture faire du climat de méfiance et de tension qui règne depuis peu au pays d'Ali Bongo? La suite du débat du jour, ce sera juste après ce flash d'informations que je vous propose. En RDC, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende rapporte que des soldats congolais, voyant une position de militaires rwandais à l'intérieur de leur territoire, ont tiré des coups de feu de sommation. Les Rwandais ont répliqué, blessant un soldat avant de repasser de l'autre côté de la frontière. En Guinée, l'appel à manifester de l'opposition pour contester le calendrier électoral a une nouvelle fois été suivi. Les incidents les plus significatifs ont été constatés à l'Abbé, fief de l'opposition, où un militant de 28 ans a perdu la vie au cours d'affrontements entre les forces de l'ordre. Au Kenya, Uhuru Kenyatta, le chef de l'État, a suspendu jeudi le président et la vice-présidente de la commission anticorruption, tous deux visés par une procédure de destitution lancée par l'Assemblée nationale. Ceci intervient au moment où plusieurs autres personnalités sont visées par des enquêtes de l'EACC. Le débat se poursuit sur Sika Infomag, mais avant, le générique. Pour le débat du jour, j'ai toujours sur ce plateau mes deux invités. Je vais nommer François Oudou, analyste politique, consultant médias et communication, et Pierre Toby Aolonsou, chroniqueur parlementaire, journaliste à la presse du jour, un quotidien béninois d'information. Alors, les pistes parlant de ces caches d'armes sont immenses, nombreuses, disait à l'instant François Oudou. Les armes à peine découvertes, supposées être soupçonnées par la justice, ont aussitôt été dévoilées avec les pièces à confusion, exactement comme dans une affaire analogue dans un pays pas bien loin du Gabon, que je ne cite pas. Ceci vous inspire quoi? Cela m'inspire une pratique qui a cours sur le continent depuis des décennies et qui se poursuit et qui est une pratique maladroite selon moi. À savoir qu'en pareille circonstance, généralement, au lieu de laisser la justice jouer son rôle, comme vous l'avez si bien dit, il fallait que ces armes-là soient déjà sous-scellées et non que les militaires soient en train de les agiter à la télévision pour montrer que, bon, il y a menace, il y a menace. Vous savez, la justice ne travaille jamais dans la confusion, dans les agitations. La justice aime travailler dans la sérénité. C'est pour cela que je suis un peu gêné que ce matériel saisi, ces armes saisies, découvertes, et qui devraient être sous-scellées, soient en train d'être manipulées par n'importe qui. Ils ont beau être militaires, mais au regard de la justice, ils sont n'importe qui. N'oubliez pas surtout que ce n'est que les gendarmes et les policiers qui sont des auxiliaires de justice, et que les militaires ne sont pas des auxiliaires de justice. Ça veut dire quoi? Si c'est au bien des militaires, la justice n'a rien à voir avec le dossier jusqu'à présent. Mais comment voulez-vous que ce dossier soit étudié de façon sereine et qu'on puisse nous découvrir
les vrais auteurs, si tant est qu'il y a des auteurs, les vrais coupables, afin de leur appliquer la réglementation qu'il faut. Ça, dans une démocratie, il n'y a que la justice qui ait les moyens de jouer ce rôle de façon équitable, de façon juste, en respectant les libertés des uns et des autres. Mais à l'heure où nous sommes, ça a échappé complètement à la justice. C'est pourquoi il disait que c'est une pratique qui a cours sur le continent depuis longtemps et qui se poursuit. Et finalement, nous risquons de voir cette affaire se terminer en queue de poisson et que très rapidement, ça dégénère en affaire politique. Et si nous quittons le terrain de la justice pour placer l'affaire sur le terrain politique comme nous sommes en train de le constater aujourd'hui, ne soyons pas surpris que d'ici à là, que les gens commencent pas à dire que ce n'est qu'une affaire politique, ce n'est qu'un montage, comme Toby en a montré l'hypothèse tout à l'heure, pour dire, mais en fait, c'est un coup monté de toutes pièces pour empêcher des opposants de se déplacer librement, de faire campagne librement à quelques mois, de s'exprimer librement à quelques mois des séances présidentielles qui s'annoncent plus ou moins ouvertes par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Donc, pour me résumer, c'est déplorable que la justice soit dessaisie de cette affaire à l'heure où nous parlons. Toby Alonso, vous craignez aussi que l'affaire ne puisse pas connaître un dénouement et que ça s'éteigne comme tant d'autres affaires sur le continent? Ah bien sûr, ce qui m'intéresse moi, c'est les conséquences immédiates de cette affaire-là sur la politique interne du Gabon, parce que déjà le ministre de l'Intérieur, Mapango, a déjà écarté un certain nombre de pays. Comme ce n'est pas un homme de droit, c'est une erreur. J'imagine qu'il va se rebiffer. Non, attends, il est dans sa stratégie. Il est dans sa stratégie parce qu'il dit que les armes ne sont pas d'origine latine, ne sont pas d'origine anglo-saxonne. Et dans le même temps, il évoque rapidement des chalutiers qu'ils auraient arraisonnés sur les eaux gabonaises. Et tout ça, ces chalutiers appartiennent à des Chinois. Et donc, on fait ces allusions-là que je trouve très insidieuses. Alors, la conséquence, disais-je, sur la politique interne du pays, c'est quoi? Ils ont interpellé le secrétaire général, le secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale, je crois, qui a été relâché dans la même journée pour cette affaire-là. Mais pourquoi on l'a interpellé? Quel lien a-t-on fait pour finir par l'interpeller? Et donc, on est déjà en train de le victimiser. Et là, il va l'exploiter. Il va l'exploiter parce que déjà, il y a cette affaire de soupçon, de sort jeté à l'opposant historique, André Mba Obama. Et donc, qui déjà crée une situation favorable dans l'opinion à l'opposition, qui n'a certainement pas le vent en poupe compte tenu de leur rivalité interne, parce que là aussi ils ont des réglages à faire, mais ça relance, ça projette donc devant la scène politique nationale ce parti-là, et donc l'autre peut en tirer les dividendes. L'autre peut en tirer les dividendes. Vous pensez aussi que la situation telle elle se présente peut finalement quitter définitivement la piste de la justice et devenir un dossier politique, auquel cas ce serait encore du pain béni pour l'opposition? Nous n'en sommes plus loin. Vous voyez, dès qu'on a annoncé le décès de l'opposant historique dont vous parlez tout à l'heure, André Mba Obama, vous avez vu les débordements qu'il y a eu, les actes incontrôlés qu'il y a eu. Cela montre qu'il y a une bonne partie des jeunes qui aujourd'hui ont envie de s'exprimer et qui portent un certain désespoir. Et dès que les conditions sont réunies, dès que l'ambiance s'y prête, ils n'hésitent pas à passer à l'action. Tel que ça se passe, parmi ces jeunes dont je parle, il y a une bonne partie qui pouvaient ne pas être ses partisans auparavant, mais qui désormais vont se rallier parce qu'ils trouveront qu'ils ont une cause commune à défendre, à savoir que eux autres, ils n'arrivent pas à se manifester, et les opposants qui au moins ont leur droit de s'exprimer, de marquer des désaccords, qu'on veut les empêcher aussi. Donc leur cause devient commune. Alors, tout ceci réunit, et déploiement des forces de l'ordre et découverte de caches d'armes, serait-il alors des manœuvres pour permettre au gouvernement de souffler un peu, lui qui définitivement doit faire face à la fronde sociale, à l'opposition? Alors la situation actuelle, ce dont le gouvernement a besoin aujourd'hui n'est pas de souffler un peu simplement. Parce que ce que vous appelez souffler un peu, ça peut être une manière de contenir du feu. Ou ce n'est pas parce que vous empêchez les gens de parler, ils se taisent, que vous avez réglé une tension. Les gens se taisent
mais dès la première étincelle, vous risquez d'avoir un effet 2 fois plus violent que celui que vous voulez empêcher. Donc, c'est tout à fait normal. Je voudrais quand même apporter et accorder une certaine dose de bonne foi au gouvernement. Si tant est que c'est vrai, je voudrais inviter le gouvernement à essayer de traiter ce problème avec un peu plus de sérénité et de ne pas s'en servir comme prétexte et empêcher toute manifestation et toute expression de mécontentement dans le pays. Si le gouvernement va sur ce terrain, là, je crois que non seulement ça risque de dégénérer, et de deux, ça risque de rallier une bonne partie, pour ne pas dire une grande partie des Gabonais à l'opposition, aujourd'hui caporalisée autour de l'Union nationale, tel que le disait Toby il y a quelques instants. Donc, ce serait très maladroit de vouloir empêcher les gens de s'exprimer, de penser qu'on a réglé le problème. Alors, Toby Alonso, comment expliquer ce à quoi nous assistons aujourd'hui, cette friction profonde entre Ali Bongo et les alliés d'hier de son père, qui l'ont aussi porté, accompagné, soutenu André Obama, on disait le frère jumeau d'Ali Bongo. Aujourd'hui, c'est vraiment la désaffection profonde. Non, mais Joël, le pouvoir divise et divise toujours. Même les frères siamois n'auraient jamais accepté partager le pouvoir. Ça, c'est un principe de la nature. Mais quand on revient à la gestion de la chose publique, André Obama sait très bien que il bénéficie d'une certaine légitimité au sein du peuple pour tout ce qu'il a eu à faire dans le Gabon, aux côtés de Bongo, dans l'opposition, parce que n'oublions pas, il a été la cheville ouvrière donc, de l'opposition au niveau du Gabon, et donc on le reconnaît, ce parcours, on le reconnaît, ce mérite, et donc ce qui a dû se passer, c'est la gestion du pouvoir. Si on déjà dès le décès de Bongo, le problème était déjà là. L'autre pense qu'il est l'héritier naturel de Bongo. Et le fils héritier a dit, ben non, moi, c'est à moi revient le pouvoir. Donc ils ont fait les manœuvres. Bongo a pris, Ali Bongo a pris. Donc c'est normal que André s'organise pour prendre le pouvoir de façon démocratique. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de machiavélique à cela. Non, c'est le jeu démocratique. Aujourd'hui, André n'est plus. Il y a d'autres caciques du pouvoir, de Bongo père, qui sont là et qui aujourd'hui ne parlent plus le même langage que Ali Bongo, qui ne rêvent que d'une seule chose, prendre le pouvoir, en tout cas voir partir Ali Bongo. Mais ils ne parlent pas le même langage entre eux aussi. Oui, tout à fait. Bien sûr. Non, Joël, il faut retenir ceci. Le pouvoir ne saurait appartenir éternellement à un clan. Ça mais dérange si ce clan arrive à bien gérer. Non, ça dérange de plus, même au sein du clan, entre le frère et la sœur. Est-ce qu'ils s'entendent? Donc, de plus en plus, ça dérange les Africains. Les Africains ont fini l'étape des rois, des monarques, et donc tout le monde a envie de vivre les réalités démocratiques, de jouir des délices de la démocratie dans toutes ses formes possibles. Donc, que le Gabon, je ne parle pas encore de la gestion du gouvernement actuel, mais figurez-vous, le Gabon, son économie est basée essentiellement sur le pétrole. Et avec la baisse des prix du pétrole, ajoutée à tous les problèmes que le Gabon avait, donc du coup, ça déclenche la tension sociale. Ça déclenche la tension sociale et cela pourrait être un terreau pour l'opposition qui cherchait donc à surfer sur des éléments qui pourraient lui permettre d'avoir l'adhésion. Alors, tension sociale, crise politique, que sais-je encore, tout ceci mis ensemble, un bon détonateur. Comment voyez-vous la fin du mandat d'Ali Bongo? La fin du mandat d'Ali Bongo sera plus ou moins mouvementée, ça c'est clair, c'est évident. Parce que, comme je vous le disais, il y avait un dispositif en place qui lui a permis d'hériter du pouvoir du père malgré quelques soubresauts. Le dispositif est toujours en place, Le non? dispositif est toujours en place, mais n'oubliez pas quand même qu'il a tenté de faire quelques réformes à son niveau et que ces réformes n'ont pas plu à tout le monde. Comme il rappelait tout à l'heure, la plupart de ceux qui sont opposants aujourd'hui, quand vous faites le point, que ce soit Casimir Yemba, que ce soit comment on l'appelle, Eyege Ndong, que ce soit l'autre qui est décédé, Obambam, tous ceux-là, c'est des gens qui ont fait le parcours avec le père, qui connaissent l'appareil d'État. Obambam qui est décédé, par exemple, n'oubliez pas qu'il a été ministre de l'Intérieur et qu'il a été membre du cabinet.
le cabinet de Bongo Père à l'âge de 27 ans seulement. Regardez tout le parcours qu'il a fait dans l'appareil. C'est des opposants qui connaissent bien l'appareil d'État, des opposants qui connaissent bien l'appareil du parti qui gère l'État gabonais. Maintenant, n'oubliez pas aussi le jeu des ethnies qui est une réalité dans presque tous nos pays. Chacun de ces opposants dont vous parlez proviennent de telle ou telle région et contrôle une partie du territoire. Quand vous mettez tout cela ensemble, le seul petit atout dont dispose Ali Bongo pour le moment, je vois que dans l'opposition, les gens ne parlent pas le même langage. Le même langage, parce que déjà au sein de l'Union nationale, vous voyez que Jean Ping se considérait comme le candidat politique, l'autre, s'il était vivant, c'est tout à fait naturel. Tout le monde était unanime pour dire que c'est lui qui devait être candidat au sein de la formation. Jean Ping, n'étant pas membre fondateur, n'ayant même pas la carte de membre de l'Union nationale, on estime qu'il veut faire de la récupération. Ça, c'est ce qui est interne à l'Union fait la nation, l'Union nationale. Mais quand vous passez de l'autre côté, les autres opposants, regardez, c'est la première fois que j'ai vu ça. Dès que Obama est décédé, les deux premiers opposants à qui on a tendu le micro pour qu'ils se prononcent, ils n'ont pas voulu se prononcer. J'ai rarement vu ça. Même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, on dit la personne a rendu l'âme. Et c'est symptomatique de quoi? C'est symptomatique du fait que ceux qui les opposent dans l'opposition, en tout cas ceux qui ne sont pas membres de l'Union nationale et qui ne parlent pas le même langage avec l'Union nationale, notamment avec Obama, leur opposition dépasse les limites de l'adversité simple. Ça, moi, je pense que on pourrait l'interpréter comme une certaine haine. Sinon, lorsque même quelqu'un est votre ennemi, on dit la personne vient de rendre l'âme, la première des choses, c'est qu'on est ému. Il y a les condoléances à présenter. C'est pour vous dire que l'opposition ne parlant pas la même langue, si moi j'étais à la place de Ali Bongo, j'aurais exploité cette division-là et voir comment il peut récupérer une partie, plutôt que de se cabrer et de penser que seul on peut faire front contre tout ce monde et gagner. Alors, est-ce qu'on peut craindre le pire pour le Gabon, mais ces données que François Audo vient de mentionner, à savoir une opposition vraiment divisée, une opposition qui ne semble pas regarder dans la même direction, est-ce qu'on ne peut pas espérer quand même le bout du tunnel pour très bientôt? Ou il faut craindre une Côte d'Ivoire bis au Gabon? Ah oui, quand vous abordez la question sous cet angle, oui, on peut avoir des craintes. Parce que quand on agite les questions de nationalité, personne ne pouvait imaginer, il y a 10 ans en arrière, que la Côte d'Ivoire pouvait connaître ce que nous avions vécu. Et donc, c'est des questions extrêmement sensibles qu'il ne faut pas agiter. En politique, non, c'est pas bon. C'est pas du tout bon et ça ne pardonne pas. Donc, c'est un débat de bas niveau et qu'il faut ranger rapidement. Comment peut-on nier la nationalité d'un président de la République? Non, pourquoi? Ça sert à quoi? Non, je crois que c'est des arguties qui ne font pas mouvoir forcément les électeurs dans un pays sérieux comme le Gabon. Donc l'opposition n'a pas encore trouvé le bon filon pour attaquer la citadelle. Mais ceci dit, le Gabon, on parle de cache d'armes. Au cœur de Libreville, vous connaissez tout l'armada français qui est là pour sécuriser non seulement la ville, mais surtout la présidence de la République. Je ne vois pas, et puis le Gabon n'a pas une tradition de coup d'État, ceci, cela. Mais ça peut arriver un jour, ça commence toujours un jour. Non, mais la tendance au niveau de l'Afrique aujourd'hui n'est pas au putsch. Parce que les choses sont faites désormais de telle sorte que le putschiste n'a aucune chance de s'en sortir. Aucune chance. Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Cette piste-là, si quelqu'un l'emprunte, il aura la communauté internationale au dos et tout. Donc, découverte de cache d'âme, ça ressemble à une affaire de plus à je ne voudrais pas dire, je ne voudrais pas dire un canular, mais ce que je sais, un putsch n'amènerait nulle part. Mais au niveau de l'organisation de l'élection, il faut que l'opposition et le gouvernement, pour éviter le pire, se concentrent sur l'organisation matérielle de ce scrutin, de tel à avoir un scrutin vraiment limpide. Et à partir de là, on pourrait éviter le pire. Mais si on se range dans ces passes d'armes, on s'accroche, ça n'amènerait nulle part. Parce que l'opposant et pouvoir
il risque de s'embrouiller et que c'est un troisième larron qu'on espère de nulle part qui viendrait arracher. Alors François Oudot, Côte d'Ivoire bis au Gabon, puisque la piste politique devient de plus en plus plausible dans cette affaire de cache d'âme. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, je ne dirais pas Côte d'Ivoire bis, mais nous sommes obligés d'en tenir compte, puisque avant que la situation de la Côte d'Ivoire ne devienne réalité devant nous, nous avons tous pensé que cela ne pouvait jamais se passer. Et n'oubliez pas que le Gabon est un peu comme la Côte d'Ivoire, qui ne s'est jamais véritablement occupé de sa sécurité. Et que c'est la coopération, dans le cadre de la coopération militaire avec la France. Arrivé à Libreville, vous voyez, là où se situe le détachement français, à mi-chemin entre le palais de la République et la résidence du chef de l'État, c'est-à-dire prêt à sauver le pouvoir à tout moment. La sécurité du Gabon, mais au-delà une autre personne qui le fait. Voilà, au-delà du pouvoir et au-delà de la sécurité du chef de l'État, n'oubliez pas que ces Français sont là pour sécuriser d'autres intérêts économiques. Le Gabon, quel est son principal partenaire en matière de pétrole? C'est la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme il le dit, ce n'est pas exclu qu'on puisse faire un coup d'État, tout ça, mais celui ou ceux qui tenteront auront fort à faire, non pas seulement au pouvoir gabonais, mais à ceux-là qui sont là pour défendre leurs intérêts sur le pétrole aussi, notamment des Français. Donc c'est peut-être une petite chance, mais ce qu'il faut absolument éviter, parce que si on peut toujours défendre le territoire vis-à-vis de l'étranger ou bien ceux qui veulent faire le coup d'État, il faut éviter absolument d'agiter cette affaire de nationalité qui pointe à l'horizon. Ça ne sert à rien et je trouve ça totalement indécent, ce débat qui permet de mettre en doute aujourd'hui la nationalité du président gabonais en fonction. Ça n'a pas de sens pour moi, je le trouve très indécent, ça n'a pas de sens. Situation délétère en Côte d'Ivoire, le temps qui nous est imparti est complètement terminé, nous apprendons. Alors, situation délétère en Côte d'Ivoire, faut-il craindre le pire? Nous sommes presque à la fin du débat du jour. Mais avant de partir, je vous invite à suivre cette bande-annonce. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique en 3 quarts d'heure. Nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Au vrai sens du terme, on ne comprend pas. On ne comprend pas. S'il vous plaît, l'exemple, vous me direz que c'est très loin. Beaucoup de barons du PDCI sont bien ancrés dans le système dirigé aujourd'hui par Alassane Ouattara. Puisque au début, il avait annoncé qu'il ne voulait pas de Didier Drogba. Finalement, il est retourné à Londres demander à Didier Drogba de rallier les éléphants. Et ce sont des choses que vous recommandez aux téléspectateurs. Tout à fait. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Chers invités, merci une fois encore pour la disponibilité. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour Sika Infomag de ce jour. Mais avant de vous fausser momentanément compagnie, je vous laisse méditer ce proverbe chinois. Restez ensemble un instant. Quoi de plus facile? Mais demeurer ensemble et vivre en paix, voilà qui est bien difficile et qu'il faudra cultiver au quotidien. Votre émission, c'est terminé. Retrouvez-la sur notre page Facebook Sika Infomag. À très bientôt.